Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Alors bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour toutes ces bonnes raisons. Aujourd'hui, on va du coup aller dans le cœur d'un sujet qui est à la fois passionnant et stratégique, la data. Alors pourquoi on en parle maintenant ? C'est surtout parce que voilà, il se passe plein de choses. Il y a un contexte où l'expérience client, la rentabilité des assortiments et surtout la réactivité face aux nouvelles tendances, tout ça c'est devenu en tout cas des leviers clés. Et donc la donnée, elle est vraiment en train de transformer, de changer profondément les métiers en grande distribution. Et en parallèle, c'est un épisode qui est aussi un peu spécial parce qu'il s'est inscrit dans une initiative, j'ai envie de dire, de cross-merchandising avec un autre podcast, le podcast du retail. Voilà, donc avec le podcast du retail, je suis intervenu il y a quelques semaines pour une interview sur la partie merchandising. Là, cette fois-ci, on fait le cross-merch, mais de l'autre côté où j'ai invité des personnes que je vais vous présenter pour parler en tout cas d'enjeux de la data. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Karine, experte en stratégie retail et catégorie management, et Fabien, spécialiste en data retail. Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour aux éditeurs. En tout cas, je vais tout de suite vous donner la parole. Voilà, finalement, je vais vous laisser vous présenter, nous en dire un petit peu plus, et puis également parler de retail and detail pour nous expliquer un peu l'accompagnement qui est proposé. Je vais commencer. Donc moi je suis Karine Olivotti. Donc j'ai rejoint Retail and Detail, ça fait 6 ans maintenant. Et initialement j'ai eu un parcours 100% retail, mais côté marque et côté distributeur sur des métiers de commerce, category management, merchandising, achat et un peu de digital aussi et de e-commerce plus spécifiquement. Donc j'ai au sein de Retail and Detail la casquette de category management, e-commerce et donc par extension à e-category management. Ok, bon super. Et Fabien, du coup de ton côté ? Alors de mon côté, moi Retail and Detail depuis 2020. J'ai rejoint le cabinet Retail and Detail post-Covid, on va dire. Et auparavant, j'ai travaillé alors dans un premier temps dans des instituts de sondage au Québec, à Montréal, qui a été un très bon apprentissage parce que au-delà de l'usage des chiffres et de la data, ce que j'aime beaucoup chez les Québécois, c'est leur façon de compter. Ce sont des compteurs, et voilà, qui vont mettre une histoire, beaucoup de choses autour des données, autour des sondages. C'est toujours captivant. Ok. Et puis, donc après les instituts de sondage, j'ai travaillé dans la distrib, dans le retail, avec 8 ans chez Monoprix, où j'étais responsable du pôle études, et ensuite chez Biocop, où j'étais responsable sur les études, le pricing et le marketing client de façon plus générale. Ok, super. Bon, du coup, je compte sur toi pour compter l'histoire de la data en large en travers. On va compter la data avec un N, mais voilà, on compte la data aussi avec les 2 orthographes possibles. Du coup, je voulais. Alors souvent, c'est un peu la question un peu récurrente, mais c'était quoi en tout cas votre meilleur souvenir ou le souvenir un peu mémorable que vous avez eu en magasin, votre meilleure expérience d'achat, voire même votre magasin préféré, sans vouloir vous mettre en défaut avec les enseignes. Moi, j'ai pris l'exemple du Super Tout Nu. Alors, c'était pas très très fair-play parce que c'est vrai que c'était dans le cadre d'une mission, mais c'était un cas hyper intéressant parce qu'on était sur une enseigne pure player qui s'appelle donc le Drive Tout Nu, qui est un drive qui ne propose que des produits sans emballage. Donc, ce sont les produits qui sont tout nus, ce ne sont ni les préparateurs de commandes ni les clients.
Et leur objectif, c'était de créer une déclinaison carrelage, comme on dit, de leur drive, donc créer un magasin avec la même expérience. Donc, au-delà du travail qui a été fait sur le fait d'aller rechercher de nouveaux unités de besoin qui étaient peut-être pas couvertes jusqu'à présent, le plus amusant a été de faire des plans merch avec les bocaux. Un concept magasin et plan merch avec uniquement des bocaux. Alors, certains bocaux sont des bocaux marketés de marques nationales, etc. Donc, on reconnaît bien le produit. Et d'autres bocaux sont des produits qui sont alicotés au niveau du magasin. Donc, des cookies, des tablettes de chocolat, mais aussi du pilon de poulet, des saucisses, un camembert, etc. Tout ça, c'est vendu sous forme de bocaux. Et tout l'enjeu a été de créer un parcours client qui soit compréhensible par le shopper et de créer quand même un merch qui soit séduisant et appétant. Donc, on a jonglé sur les faces positives et négatives des rayons pour les rendre comprendre dans quel rayon ils étaient, parce que dans cette nuée de bocaux, c'était pas forcément évident. Et le résultat est plutôt plus que séduisant, donc on est ravis. Donc, navré. Je prends un exemple dans nos missions, mais je pense que c'était vraiment un des exemples les plus frappants pour nous. Ça t'a marqué en tout cas. Ouais. Et pour toi, Fabien? Alors moi, j'ai deux exemples en tête. Le premier exemple, c'est pas un magasin, c'est un marché. Je parlais du Québec tout à l'heure. Alors c'est le marché Jean Talon à Montréal. Voilà que j'apprécie beaucoup. Alors je pensais entre autres, il y a un côté, il y a un travail sur les étals au niveau des couleurs et au niveau de la préparation en fait de la présentation des produits qui sont présentés souvent dans des petites cagettes, ce qui fait qu'on va pas forcément demander 200 grammes, 400 grammes, 700 grammes de tels fruits ou légumes. On va prendre directement une cagette qui va être mise dans un sac ensuite. Puis un très beau travail sur les couleurs, enfin qui rend l'expérience vraiment très agréable, qui donne envie d'acheter. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il y a le marché, il y a les étals et puis il y a des boutiques spécialisées tout autour. De l'épicerie fine, des bouchers, des torréfacteurs. Donc j'aime beaucoup aussi ce type d'expérience-là. Ouais. Le côté spécialisé, puis le côté boutique. Et puis le deuxième magasin, alors je dirais pas que c'est mon magasin préféré, mais je trouve que c'est vraiment un modèle pour moi en termes de merchandising, de présentation des produits. C'est Mon Marché. Donc une enseigne, alors je crois qu'il y a que 2 magasins pour le moment, un qui est sur Paris 15e et un autre plus récent sur Puteaux, donc qui a été développé par Grand Frais. C'est un plus petit format que Grand Frais, plus urbain, et je trouve qu'il y a un travail sur le merch qui est assez remarquable. On n'a vraiment pas l'impression en fait d'être dans un supermarché. Les produits sont mis en avant de façon assez originale. Souvent sur des plateaux en bois. Je parlais de couleurs pour le marché Jean Talon de Montréal. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup le relief. Ils vont donner du relief à des linéaires qui, quand on est habituellement en supermarché ou en hypermarché, sont très plats. Donc voilà, couleur et relief, c'est des choses qui me plaisent bien. Et monmarché.fr avait aussi été un des premiers sites e-commerce à proposer des vignettes et des visuels produits, en l'occurrence sur les produits bruts, donc les fruits et légumes, etc., en pleine vignette, en pleine page, en quelque sorte. Et ça donnait un impact visuel aussi, même sur un site e-commerce, et une appétence aussi qui était très puissante. Ok, hyper intéressant. Je remettrai le lien et les éléments de Mon Marché dans les descriptifs. Voilà, en tout cas, merci pour votre partage. Aujourd'hui, je vous ai réunis en tant qu'expert aussi pour traiter du sujet qui est comment la data alimente et transforme la stratégie d'enseigne.
Donc j'imagine que vous avez plein de choses à nous partager. Je pense que c'est bien, avant de se lancer un peu plus en détail sur ce sujet, de se reposer en tout cas les bases d'utilisation de la data. Karine, comment on utilisait la donnée client avant et qu'est-ce qui a changé ces derniers temps sur ce sujet? Je vais mettre ma casquette d'ancienne du catégorie management. Parce que c'est vrai que j'ai commencé tout ce qu'on appelle le CR en 1997 et le Catman en 1999, donc je pense que j'ai un peu d'ancienneté sur le sujet. Côté marque, on avait uniquement des panels, parce que finalement, on connaissait notre part de marché, on connaissait les parts de marché par marque, par segment, par fournisseur, etc. Les évolutions, bien évidemment. On avait quelques informations de VMH, DNDV pour proposer des plans MERCH justement pour les distributeurs. Et côté distributeur, on avait aussi ces notions de panel, plus des sorties caisses qui permettaient d'aller un peu plus loin. Mais globalement, on avait uniquement des ventes et aucune information qui pouvait être liée aux consommateurs jusqu'à ce qu'on commence à parler de category management. Donc là, on a intégré cette notion de client, de shopper, pas tant par la donnée, on était encore très très peu sur des notions de taux de pénétration et autres, mais par contre, ce qui a été mis en place à cette époque-là, c'est la notion d'arbre de décision et de notion d'unité de besoin. Et le fait d'avoir un arbre de décision et des unités de besoin clairement identifiées permettait ensuite de déployer toutes ces bonnes pratiques sur le mix marketing, on parle d'offres, de prix, de promo et donc bien évidemment de merch. J'ai repris un exemple qui est hyper connu, mais qui explique bien ce passage de je raisonne en tant que fournisseur ou distributeur par rapport à une méthode de fabrication de produits. Donc c'était en l'occurrence sur les produits animaux, chiens et chats. À l'époque, on raisonnait technologie. Donc c'est soit des croquettes, soit de la pâtée. Donc il y avait des rayons de croquettes, chiens et chats, et des rayons de pâté chiens et chats. Et toute la démarche category management a été de se dire, ben non, la clé d'entrée du shopper, c'est bien j'ai un chat ou j'ai un chien et qu'est-ce que je veux lui donner. Ouais. Ça paraît tout simple et on n'a pas l'issue de dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a eu des impacts forts sur le merch, sur c'est tout bête, mais sur la profondeur des gondoles. On met pas la même chose, on n'a pas la même profondeur pour des sacs de 25 kilos ou pour des boîtes de gourmet et gold. Ça a eu un impact sur l'alternance et la complémentarité des unités de besoin sur les prospectus, etc. Et donc là, on voit bien que ça a un impact sur l'ensemble du mix marketing. Et puis petit à petit, on a commencé à intégrer effectivement des notions un peu plus client, géo-merchandising, etc. Et on s'est rendu compte, alors si je reprends cet exemple bête, simple, mais on va vendre plus de litières en urbain, plus de sacs de croquettes 25 kg en rural. Du coup, mon assortiment va être différent, mes profondeurs de gondole vont être différentes, ma capacité de stock va être différente. Et puis après, petit à petit, on a intégré effectivement cette notion de data dont on va pouvoir parler. Et Fabien, aujourd'hui, comment, j'ai envie de dire, on traque un peu le client, mais vraiment comment on arrive à le suivre à travers les données? À travers les données, ce qu'on fait nous essentiellement chez Retail and Detail, c'est de travailler à partir des sorties, des tickets de caisse croisés avec les cartes de fidélité. Toute l'information qu'il y a sur un ticket de caisse va nous permettre de suivre le client au cours d'un achat, donc savoir ce qu'il fait lors d'une visite, lors d'un achat. Donc on va pouvoir aussi regarder des notions d'achat croisé. Même si on ne sait pas nécessairement dans quel ordre il va faire ses achats, on peut imaginer le parcours client de ce shopper. On peut également isoler les petits tickets, ceux avec peu d'articles, pour se dire si je dois faire un parcours rapide dans mon magasin, quels sont les produits qui sont surreprésentés sur ces petits tickets-là et que j'ai intérêt à mettre en avant, à considérer dans la construction d'un parcours rapide. Donc ça, c'est la première chose, c'est les tickets de caisse. Et ensuite, avec la carte de fidélité, là, on va pouvoir suivre le client dans le temps. Donc, on peut le suivre sur une année complète, on peut le suivre aussi sur 2 ans, voire éventuellement sur plus. Et là, avoir une compréhension à la fois plus fine de
de sa consommation, de son comportement d'achat. On va pouvoir également le profiler, faire des typologies de consommateurs. Sur un seul ticket, c'est assez difficile de profiler un shopper, mais sur une année complète, on a une assez bonne idée de son profil de consommation. Donc voilà les deux principales sources, donc le ticket et la carte de fidélité, qui vont nous permettre d'intégrer une vision client dans nos analyses. OK. Bah, là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas juste sur de la donnée transactionnelle. Enfin, vous y intégrez d'autres éléments complémentaires et d'autres signaux, en tout cas, d'analyse client. Oui. Et on va le croiser avec d'autres choses, hein. On peut le croiser avec du géomarketing. On peut le croiser aussi avec le plan des magasins. Je crois que c'était l'an dernier, par exemple, pour une enseigne alimentaire, où on a calculé les taux de transformation ou taux de pénétration ticket des différents rayons, des différentes catégories. On est allé le poser sur le plan du magasin, qui était un nouveau magasin qui avait du mal à décoller, et on a pu comprendre pourquoi il avait du mal à décoller, particulier sur certaines catégories, de par le parcours, de par l'emplacement de certains rayons, et on leur a fait des recos pour améliorer tout ça. OK. Ouais, très intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez pour exploiter la data? Qu'est-ce que vous prenez au-delà des données clients? Est-ce que vous prenez aussi des données plutôt web, de comportements digitaux? Alors, on va utiliser différentes sources de données. Souvent, on va compléter ces données internes, donc données tickets, carte de fidélité. On peut les compléter déjà par des données de panel, parce que les données tickets et clients, on va quand même se regarder le nombril, hein. On va regarder ce qui se passe dans l'enseigne, mais c'est toujours important de regarder ce qui se passe ailleurs, de voir quelles sont les forces, les faiblesses par rapport aux concurrents. Ce qui nous est arrivé de faire aussi, c'est avec un prestataire, de faire du scrapping sur le site d'une enseigne concurrente OK. à l'enseigne qu'on accompagnait, pour voir quels produits étaient présents dans cette enseigne concurrente, avec quel DN, avec quel prix, et puis du benchmark également, voilà, de la veille, pour voir quelles sont les tendances sur les différentes catégories. Karine, je veux peut-être compléter aussi, peut-être d'autres idées Non, en après, tête. on fait aussi pas mal de visites de magasins sur le Oui, terrain pour Ah oui. essayer de comprendre aussi comment sont organisés les rayons, comment est fait le merch, rayon par rayon, comment identifier comment le consommateur peut comprendre l'offre. Est-ce qu'elle est suffisamment lisible? Est-ce que l'offre et le merch vont mettre en avant des notions d'achat d'impulsion, etc. Voilà, on va regarder tout ça aussi. et puis au besoin aussi, selon les missions, on peut aussi éventuellement travailler avec un partenaire sur les études Shopper. Je pense entre autres à l'Institut d'études Segment, qui est spécialisé sur les études Shopper, donc pour mieux comprendre des parcours d'achat, des raisons d'achat, des freins à l'achat, avec des enquêtes qui se font en magasin, par observation, par interrogation des clients. D'accord. Et vous arrivez à croiser un peu toutes ces sources de données pour pouvoir faire mettre le doigt sur des émergences ou des signaux faibles? Alors, oui, on peut croiser ces différentes données, faire des comparaisons aussi, voir sur quelle catégorie l'enseigne peut être en avance ou en retard. Donc là, on va notamment comparer par rapport au panel, à la fois en termes de code-part, en termes d'évolution également. Euh, sur aussi, pour détecter des tendances qu'on peut faire. Moi, je m'amuse à faire ça de temps en temps, c'est faire du Google Trends. Je vais sur Google Trends, je peux taper par exemple soit des termes, soit un sujet. Je l'ai fait récemment là, sur le sujet des boissons, pour voir. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les requêtes associées qui sont en progression autour de ce sujet des boissons. Donc, et on n'aura pas nécessairement la même chose si on le regarde sur une période de 12 mois ou sur une période plus longue, mais si on regarde sur 12 mois, par exemple, il y a des très fortes progressions sur la marque Bonjour,
qui est une alternative au café à base de champignons adaptogènes. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir émerger? On va voir, pour ceux qui l'auraient loupé sur les réseaux sociaux, le Ciao Kombucha du YouTuber Squeezie. Et alors un truc que je ne connaissais pas du tout, l'Igname ailé, qui s'appelle également, je l'ai noté, le Oubé Latte. Le fameux. Voilà, le fameux qui est peut-être le successeur du matcha dans les boissons tendance des cafés à la mode. Moi, ce que j'aimerais, c'est en savoir un peu plus sur comment la data, elle peut aussi vous permettre de construire des assortiments efficaces. Quand on a préparé l'épisode, Karine, tu évoquais quelque chose qui me tenait à cœur, qui était la rationalisation des gammes. Voilà. Est-ce que la data, elle peut aider en tout cas à mettre le doigt sur ce sujet-là, en tout cas ce besoin de rationaliser? En fait, la data, généralement, on l'utilise en 3 phases. La première phase, tous les insights que Fabien va réussir à analyser dans la data, à faire ressortir, etc. Très souvent, on les utilise pour repositionner la stratégie de l'enseigne, avant tout. À partir des informations des premiers insights que Fabien arrive à sortir des analyses de la data, avec nos clients, on essaye généralement d'avoir une vision plutôt macro, en se disant est-ce qu'on n'a pas des éléments qui permettraient de réorienter, s'il y a besoin, leur stratégie d'enseigne. Quelquefois, les enseignes sont persuadées de devoir faire ceci, de développer tel rayon, d'être super fort sur tel autre, etc. Et finalement, dans les premiers insights, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des poches de croissance qui n'avaient pas été identifiées, il y a peut-être des catégories de produits qui étaient en mineur dans le magasin, mais qui devraient plutôt être mises en avant, etc. Donc, on retravaille sur cette notion de stratégie d'enseigne. Et donc, on détermine ensuite le rôle des catégories. Quelles sont les catégories qui vont être des rôles de destination, de routine, etc. Comme ça, on connaît les quatre rôles des catégories. Et du coup, à partir de là, on va travailler effectivement sur un rééquilibrage des assortiments. Donc, ça va principalement, généralement, être de la rationalisation. Effectivement, il y a souvent quand même de quoi faire. Mais à l'inverse, quelquefois, sur certaines catégories, on va les inciter à pousser le curseur en allant vers une offre encore plus large et plus profonde peut-être que ce qu'ils avaient avant. Donc on les oriente vers un investissement un peu différent. Ils ne peuvent pas investir de la même manière sur toutes les catégories. Donc avec eux, on va identifier quelles sont les catégories sur lesquelles ils doivent pousser le curseur au maximum ou au minimum sur l'offre, l'investissement de la politique tarifaire, la promo et aussi la taille des linéaires en magasin. La deuxième étape, ça va être de se dire, à partir de ça, à partir du moment où on aura décidé que telle catégorie, c'est une catégorie de destination, de routine, Shabada, on va déterminer quel est l'optimum du nombre de références. Donc, avec toute l'analyse que Fabien aura fait en amont, on arrive à identifier les optimums ou au-delà duquel plus de références ne génèrent pas plus de chiffre d'affaires, voire même, quelquefois, vont réduire le chiffre d'affaires du rayon parce que l'offre, elle devient totalement illisible. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et après, on va, avec tous les indicateurs de panel un peu ou de sortie caisse habituels, compléter des fameux indicateurs clients que Fabien nous met à disposition. On va pouvoir améliorer la sélection des produits en tenant compte de la couverture des unités de besoin, des strates de prix, des taux de pénétration, des fréquences d'achat. Est-ce que c'est un produit qui est principalement acheté par les gros consommateurs? Est-ce que c'est un produit qui a peut-être un faible taux de pénétration, mais une fréquence d'achat et un poids important chez certains clients, etc. Par rapport aussi au cycle de vie des clients. Donc, on intègre tout ça dans un outil qu'on appelle un outil d'aide à la décision. Donc, on n'est pas trop dans la notion des 20-80. On intègre aussi la marge, mais moi, j'avoue qu'elle est plutôt à chaque fois en juge de dernière minute, parce que je préfère qu'on couvre l'ensemble des unités de besoin, l'ensemble des besoins consommateurs, etc. Et après, au dernier moment, quand on va hésiter entre tel ou tel produit, à ce moment-là, on va effectivement aller chercher la rentabilité. Et la rentabilité, elle est théorique tant qu'on n'intègre pas une amélioration des performances.
Là, je remets la casquette de chef de produit que j'étais dans une autre vie. On connaît tous les chefs de produit et on a toujours envie de rajouter plein de références. Mais concrètement, comment on peut bien identifier un produit à sortir et à l'inverse un produit à booster? Est-ce qu'il y a des données incontournables à surveiller qui doivent nous alimenter systématiquement? On a un exemple qui est assez amusant dans le cadre d'un accompagnement d'une enseigne il y a quelques temps. On avait identifié un produit qui n'était pas un produit très cher et qui donc ne générait pas un chiffre d'affaires énorme. Euh, mais il avait un taux de pénétration et un taux de réachat parmi les meilleurs du magasin. Et en fait, cet exemple-là nous a permis d'identifier, donc c'était une petite pépite qui était dans le magasin, qui noyé au fond de sa catégorie était peu lisible, mais qui finalement, une fois qu'on regardait la notion de taux de pénétration, de fréquence d'achat et d'indice de consommation auprès de certains clients, on s'est rendu compte qu'il fallait que c'était un des produits phares de l'enseigne, donc le produit incontournable sur lequel il fallait être toujours bien positionné en prix, toujours qu'il soit toujours disponible, zéro rupture, machin, etc. Donc c'est vraiment toutes ces notions d'indicateurs clients qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la sélection des produits. Je sais pas si Fabien, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, moi, j'accorde beaucoup d'importance et on évangélise un peu nos clients par rapport sur cet indicateur-là au taux de réachat qu'a évoqué Karine. Et en effet, enfin, le taux de réachat, donc c'est le pourcentage en fait de clients qui achètent le produit au moins 2 fois parmi l'ensemble des clients, l'ensemble des acheteurs. Il va nous renseigner, grosso modo, hein, on peut l'interpréter comme une satisfaction des clients par rapport au rapport qualité-prix de ce produit-là. Donc, plus un taux de réachat va être élevé au sein de sa catégorie, plus on peut se dire qu'il va contribuer à fidéliser les clients. Donc, on insiste beaucoup là-dessus et on va avoir des références qui n'ont pas forcément des très grosses rotations. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent avoir pour certaines un taux de pénétration client qui est inférieur à la moyenne, parce qu'elles vont répondre à un besoin spécifique, mais en revanche avec un taux de réachat qui est très fort. Donc parfois, voilà, je pense, un des éléments les plus importants qu'on peut apporter à la référence sur ces indicateurs clients, c'est le taux de réachat. Il y a une autre notion aussi qui est intéressante, c'est la surreprésentation de certaines références sur les premières visites des nouveaux clients. Donc on identifie en fait à partir des données clients la première visite, en tout cas avec carte de fidélité d'un nouveau client, un client qui n'était pas là l'année précédente, et on va regarder quels sont les produits qui sont surreprésentés. Et en tout cas pour les magasins bio, les enseignes bio avec lesquelles on travaille beaucoup, c'est toujours très très marqué à ce niveau-là. Ça permet d'identifier des produits qui ont pu déclencher la première visite d'un certain nombre de nouveaux clients. On a aussi un autre élément, comme on prend les informations dans les infos de la carte de feed, la notion d'âge. On s'aperçoit aussi qu'il y a des produits qui correspondent davantage à des achats de jeunes foyers avec enfants, etc. Et quand une enseigne souhaite justement aller recruter davantage ce type de clients, on va pousser un peu plus l'ADN théorique de ces produits dans les magasins, plus principalement dans des magasins plutôt urbains ou périurbains, pour qu'ils puissent, grâce à ça, aller répondre davantage à ses clients, les recruter et les fidéliser. Ok, ouais, hyper intéressant. Et dans une approche un peu j'ai envie de dire unifiée, vous arrivez à intégrer voilà, la sphère aussi au promotionnel prix, mais surtout e-data, enfin de la donnée web. Vous arrivez vraiment à croiser tout ça systématiquement? On n'intègre pas énormément pour l'instant les données vente e-commerce dans nos analyses, pour différentes raisons. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur du e-commerce et du drive en particulier,
On a des profils conso qui sont très différents. Sur du Drive, on va être plus famille, justement, famille jeune avec enfants, etc. Et donc, les quotas des produits et même des rayons peuvent être très, très différents. Donc, à l'inverse, on va pouvoir adapter l'offre du magasin à l'offre e-commerce en proposant davantage de produits bébés, davantage de produits enfants. Il y a des catégories de produits qui sont beaucoup plus vendus sur un drive alimentaire, comme le surgelé, comme les MDD, comme des produits comme ça. Donc tous ces produits-là, on va pousser un peu le curseur sur la partie e-commerce. Sachant que sur la partie e-commerce, il y a l'offre qu'on va pousser un peu plus. Donc ça, c'est une stratégie d'enseigne et de chef de marché, de category manager. Et puis après, très souvent, l'IA va pouvoir prendre le relais sur la partie personnalisation, ordonnancement des produits dans les pages listing, les pages merch, e-merchandising des sites. Donc le e-merch est radicalement différent. Et puis un exemple, enfin pas un exemple, mais une image qu'on prend très souvent, c'est que sur un site e-commerce, un produit égale un facing. Donc on n'est pas sur une tablette entière de Nutella, mais on est sur le Nutella, il a un facing comme celui de la MDD, etc. Donc c'est vrai que ça a tendance toujours un peu à changer les ratios et les quotas des VMH. Et sur la question du prix, on peut l'intégrer aussi de différentes façons. Souvent, on va intégrer le positionnement prix de l'enseigne à partir de données de relevé concurrents. Donc là, un mauvais positionnement prix sur une référence peut parfois expliquer des performances qui sont plus faibles dans l'enseigne que chez les concurrents. Avec toute cette somme de data, est-ce qu'il y a des faux amis ou des pièges qu'il faut éviter? Alors oui, il peut y en avoir. Je vais reprendre l'exemple des taux de réachat. Bien entendu, taux de réachat va pas être le même d'une catégorie de produits à l'autre, parce que les usages sont pas les mêmes. Les fréquences d'achat sont plus ou moins élevées selon les catégories. Si je prends du yaourt, par exemple, la fréquence d'achat va être très forte et donc ça va favoriser des taux de réachat mécaniquement plus élevés que la moyenne. À l'inverse, des produits tels que des huiles et encore plus des huiles spécifiques, par exemple de l'huile de sésame, de l'huile de noix, on peut mettre plusieurs mois avant d'arriver au bout de la bouteille et du coup on va avoir des taux de réachat qui sont naturellement plus faibles. Donc faut être conscient de ça et comparer ce qui est comparable. Et puis un autre élément à prendre en compte aussi sur du taux de réachat, c'est de regarder depuis quand le produit est présent en rayon, parce que dans certains cas, un taux de réachat est faible parce que le produit n'est présent que depuis 2 ou 3 mois. Donc dans ce cas-là, il faut considérer que on n'a pas suffisamment d'historique pour le comparer au taux de réachat des autres références, ou alors le comparer à des références qui, comme lui, ne sont présents que depuis 2-3 mois, ou se faire une sorte un peu de repère, de benchmark de taux de réachat en fonction de l'ancienneté des produits. Donc ça fait partie effectivement des choses à avoir en tête. Et puis ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, un autre piège pour moi à éviter, c'est de penser que la data peut tout faire. La data, et c'est comme ça nous qu'on travaille aussi avec nos clients, hein, on la considère vraiment que comme un outil, comme une aide à la décision, mais derrière c'est l'expertise métier qui sera toujours déterminante. Donc il s'agit de bien utiliser la data, d'apprendre à bien l'utiliser, mais derrière c'est l'expertise métier qui fait la différence en termes de justesse, de pertinence des décisions. J'ai l'impression que c'est la même réponse quand on pose la question du rapport avec l'IA. Je sais pas si vous êtes aligné avec ça, mais c'est une réponse un peu similaire, je trouve. Oui, certainement, oui. Tout à l'heure, Karine, tu parlais de category management. Tu as aussi évoqué la notion de boîte à outils. Et justement, c'est quoi les outils qui sont incontournables pour un category manager?
Les outils, c'est tout ce qui va être mis à disposition une fois qu'on aura les données panel, les sorties caisses, les données carte de feed, etc. Et puis un bon fichier Excel, je pense que ça me paraît incontournable. Le fameux. Avec la petite formation recherche V qui va bien avec, parce que sinon on peut pas être Catman si on sait pas faire des recherches V. Non, mais au-delà de la blague, je pense que ce qui est primordial, c'est pas tant une notion d'outil, c'est vraiment une notion d'état d'esprit. Nous, on voit beaucoup de nos clients qui sont des acheteurs et c'est très bien. On a besoin d'acheteurs, de négociateurs, etc. Mais il faut vraiment passer d'une démarche de acheteur à catégorie manager. Dans une mission qu'on vient récemment de terminer, les acheteurs, pour améliorer leurs accords commerciaux, avaient tendance à référencer à la totalité, mais la quasi-totalité des catalogues fournisseurs. Et finalement, quand ils ont, après qu'ils aient retravaillé leur offre, rationalisé leur assortiment, etc., ils ont vendu ça à leurs fournisseurs. Et ils ont pu prouver par les performances rayons, magasins au global, etc., que finalement, en réduisant l'offre, même de certains fournisseurs, le chiffre d'affaires avait progressé parce que ils avaient amélioré la lisibilité de l'offre. Alors c'est vrai on les avait accompagnés jusqu'à la partie merchandising, mais au-delà de ça, ils avaient quand même amélioré la lisibilité de l'offre. Et finalement, un même fournisseur, même s'il avait moins de produits, les produits qu'il conservait référencés dans l'enseigne voyaient leur performance s'améliorer. Donc sinon, en fait, voilà, on a une notion de les fournisseurs, leurs produits s'auto-asphyxient finalement dans le rayon parce qu'ils sont moins lisibles. Et puis, ce qu'on dit souvent aussi avec Fabien, c'est que l'analyse de la data, ce sont des preuves. Ce sont des preuves qui peuvent être utilisées contre d'éventuelles intuitions, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans du concret. Et c'est ça aussi l'histoire du category management, c'est que un fournisseur et un distributeur se mettent à travailler ensemble avec l'objectif d'apporter de l'incrémental à la catégorie. Et l'incrémental, on le vérifie uniquement par les chiffres. Et ça serait quoi vos conseils pour quelqu'un, une enseigne qui ont envie de se dataiser ou voire de dataiser leur merchandising? Pour moi, il y a deux parties. Ouais, je te laisse répondre, Fabien, mais pour moi, il y a deux parties. Donc, il y a vraiment la partie plutôt Fabien. Fabien répondra hein, sur comment quelqu'un dans une enseigne peut prédigérer, j'ai envie de dire, la data qui est disponible. Et puis après, il y a la partie plus utilisateur. Donc, je laisse Fabien répondre sur la première partie. Non, alors moi, ce que j'allais dire déjà, c'est qu'ils peuvent nous contacter. On peut les accompagner, d'autant plus qu'on fait pas simplement du conseil, on fait aussi de la formation. Mais ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est aussi de pas avoir peur, de mettre le pied à l'étrier, de voir effectivement ce qu'on peut mettre en place aussi facilement, sans dépendre nécessairement d'une DSI ou d'un grand projet, d'un long projet qui va peut-être mettre un an ou plus avant d'être équipé en data. Donc de regarder aussi avec des solutions plus agiles. Et puis une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, c'est de pratiquer pour vraiment avoir des réflexes au quotidien sur la data, et que la data soit pas simplement un truc qu'on fait une fois par an lors d'une revue de catégorie ou pour optimiser le merchandising d'une catégorie. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe, alors peut-être pas nécessairement quotidien pour tout le monde, hein, mais qu'il y ait un usage qui soit régulier de la data pour devenir, on va dire, bilingue, pour que ça devienne une deuxième langue. D'un point de vue plus utilisateur, moi je compléterais en disant que effectivement, je pense qu'une fois que cette data est mise à disposition, idéalement, il y a deux fréquences d'utilisation. Pour moi, il y a une fréquence d'utilisation annuelle et une fois par an, je me pose sur ma stratégie de catégorie
Quelles sont les nouvelles tendances? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que ça reste une catégorie de routine ou est-ce qu'au contraire, je vais la pousser un peu plus en catégorie de destination et donc peut-être pousser un peu l'offre et tous les investissements de l'enseigne sur la catégorie? Et puis, le deuxième, la deuxième fréquence d'utilisation, pour moi, elle va être plutôt mensuelle lors de chaque cadencier, etc. Faire vivre l'assortiment sans péter tous les plans merch en magasin, mais en faisant quand même vivre un peu les produits et en faisant des ajustements au fil de l'eau. Et après, il y a un troisième point qui, moi, me paraît primordial, c'est qu'une fois qu'on a écrit cette stratégie de catégorie et qu'on revoit les assortiments, pour peu qu'on soit dans une enseigne où le catman n'est pas le responsable merch, c'est communiquer. Parce que ça sert à rien d'identifier qu'on donne tel rôle à la catégorie, qu'on l'oriente comme ça en termes de mix marketing, si on donne pas au responsable merch les clés d'entrée, la stratégie par segment, la stratégie par fournisseur aussi, la politique tarifaire qui va avec, etc. Parce que le merch, ça va pour moi être vraiment ce qui fait que la stratégie, elle va aller jusqu'en magasin et c'est ça qui va faire que le consommateur, le shopper va acheter tel ou tel produit. Donc il faut vraiment qu'il y ait un partage et une communication qui soit fait entre les différentes équipes. Et dans une enseigne, on avait justement embarqué tout ce travail-là avec eux jusqu'au bout. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était quasiment la première fois qu'ils se parlaient. Parce que d'habitude, il y avait une négo, un cadencier, et puis le merch, il prenait le cadencier, il faisait un plan merch, et puis les troisième étapes, ça partait en magasin. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien, qu'il y ait une communication entre ces différents services, différentes personnes et différentes étapes. Merci pour ces précisions. Alors Fabien, tu l'as fait juste avant, tu as fait un petit post, une petite pub incrustée dans le podcast. Du coup, je vais en profiter pour revenir dessus. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes à présenter Retail and Detail et l'accompagnement en tout cas qui est proposé par le cabinet? Alors, Retail and Detail, on est donc un cabinet de conseil et organisme de formation 100% retail. Toutes les personnes qui travaillent chez Retail and Detail sont des anciens du retail. On a tous travaillé dans les enseignes sur des postes opérationnels ou stratégiques. Et on accompagne donc les enseignes, que ce soit des enseignes alimentaires, des enseignes spécialisées, sur l'optimisation de leur performance. Donc ça peut être sur de l'assortiment, ça peut être sur du merch, ça peut être sur des concepts commerciaux, l'optimisation des modèles économiques, la stratégie, les plateformes de marque. Voilà, on est assez couteau suisse, mais c'est aussi parce qu'on a traité aussi ces différents sujets nous-mêmes aussi en tant qu'opérationnels dans les enseignes. Et on accompagne aussi des marques pour du category management en l'occurrence, ou aussi pour mieux comprendre comment fonctionnent les enseignes, puisque nous tous on en connaît quand même un certain nombre, que ce soit chez des indépendants ou chez des intégrés, et donc on accompagne sur comment transformer un argumentaire de vente en démarche catégorielle. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ou comment optimiser mes performances dans l'assortiment, mais aussi sur la partie assortiment en ligne. Dernièrement, on s'est aussi énormément investi dans ce qu'on appelle le category management responsable. Donc, on a travaillé ça dans le cadre de groupes de travail avec l'Institut du commerce. Et c'est comment, en tant que marque ou en tant que distributeur ou conjointement, comment améliorer les impacts sociaux et environnementaux de ma catégorie, de mes produits, de la marque ou de la catégorie. On arrive vers la fin de cet épisode, donc avant de passer à la conclusion, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas abordé un point qui est pourtant extrêmement opérationnel et extrêmement crucial, mais j'aimerais qu'on parle de confiture.
Fabien, tu peux nous expliquer cette passion autour de la confiture? Ouais, bien sûr, La bien sûr. de fraises. La confiture de fraises Confiture de spécifiquement. fraises, pardon. Hein, c'est un petit jeu. Alors, notamment quand on a accompagné une enseigne bio il y a quelques années avec Karine, on a visité beaucoup de leurs magasins en début de mission. Et un des jeux, c'était de voir en combien de temps on arrivait dans un magasin à trouver la confiture de fraises la moins chère. Et bah, très souvent, ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Pourquoi? Parce que les confitures étaient dans leur magasin, souvent organisées regroupées par marque. Donc, on se retrouvait avec la confiture de fraises qui était éparpillée, voilà, à gauche, à droite, en haut, à bas dans le rayon. Donc, pour trouver la moins chère, ça prenait du temps et voilà, ça montre que bah, le merch, c'est important. Et si ça avait été, s'ils avaient regroupé par saveur ou par couleur, j'ai évoqué les couleurs tout à l'heure aussi, on aurait largement gagné du temps. Ok, je comprends mieux cette passion du coup. Et est-ce que vous voulez bien revenir sur ou nous partager en tout cas une ressource, un livre, un outil ou un podcast en tout cas à nous recommander? Alors moi, je suis pas allée chercher très très loin. Je suis désolée, une fois de plus, je vais mettre la casquette Retail and Detail. Euh, sur le pur sujet de la data, sur le podcast du retail, on avait interviewé un spécialiste de la data. Et je vous conseille vivement aussi l'écoute de ce podcast parce qu'il était bien rentré dans différentes facettes de la data. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Fabien Foulon. Incroyable. Je pense qu'on commence à voir qui c'est. Mais non, franchement, ce podcast-là est vraiment hyper intéressant et très complémentaire à ce qu'on vient de se dire. Donc, je pense que ça peut être ça peut être intéressant. Je remettrai cette deuxième publicité intégrée, mais je remettrai le lien en tout cas pour aller plus loin avec cet épisode. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Et sinon, de mon côté, peut-être plus en en termes d'outils. Voilà, moi, quand je me suis lancé en tant que consultant, j'étais enfin, d'abord seul avant de rejoindre Retail and Detail. J'ai testé différents outils de traitement de la data, sachant que moi, je n'écris pas du tout de code informatique, donc il me fallait ce qu'on appelle des outils no-code. Donc j'en ai testé différents. Et j'ai retenu un outil qui s'appelle Alteryx, alors qui est vraiment pas donné, hein. On parle de plusieurs milliers d'euros chaque année. Donc ça vaut le coup s'il y a quand même quelqu'un dans l'entreprise qui passe quand même une grande partie de son temps et de sa journée à faire du traitement data. Mais c'est un outil, voilà, qui est super, qui est vraiment user-friendly. La prise en main est très simple, très facile, pardon, et qui a une grosse puissance aussi en termes de traitement de gros volumes de données. Donc c'est un outil qui est intéressant. Mais après, ce que je recommande, hein, quelqu'un qui se demande quel outil utiliser, très souvent les outils, enfin les logiciels proposent des essais pendant 2 semaines gratuitement. Donc ben voilà, faut essayer et trouver l'outil qui nous convient le mieux. Qui est le plus adapté. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments. Avant de poser la conclusion finale, voilà, est-ce que je peux vous laisser un peu le mot de la fin et revenir un peu sur notre conversation, éventuellement voilà, essayer de résumer sur pourquoi ou sur les 3 bonnes raisons de mettre la data au service du merch et du category management. Pour moi, une des raisons, c'est enfin, par rapport à la data client, hein, en tout cas, c'est que ça permet d'avoir une vision globale du client et pas raisonner en silo, juste regarder les performances d'un produit, d'une catégorie, d'une référence ou d'une référence au sein de la catégorie qu'on travaille, et d'avoir vraiment une vision globale de ce que fait le client. Bah, je vais dire la même chose, c'est que ça permet d'avoir d'avoir une analyse en 2 ou 3D.
C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement les données panel ou sortie caisse, on a vraiment cette donnée client supplémentaire. Juste un dernier exemple, parce que je le trouve assez parlant dans la catégorie de l'ultra frais. On avait identifié un produit qui avait pas des très très grosses rotations, mais qui était acheté par les plus gros consommateurs de l'enseigne. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on va identifier si et seulement si on a intégré les données clients dans la. En ce qui me concerne, j'ai retenu deux grands éléments. En tout cas, je suis extrêmement content qu'on ait pu faire un épisode et d'évoquer ce sujet, puisque voilà, aujourd'hui, la data elle transforme, je trouve, le merch, et on passe vraiment de l'intuition et de l'expérience un peu passée du terrain à de la donnée qui est vraiment précise et poussée, ce qui nous permet en tout cas de prendre des décisions extrêmement éclairées. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi un levier central forcément pour aller chercher de la performance, mais surtout de rendre crédible, et c'est un vrai outil de crédibilité du merchandising et surtout des actions merch associées. Donc merci beaucoup pour le partage et toutes les informations sur cette data. Merci Karine, merci Fabien. Avec plaisir. Avant de vous quitter, je vais également faire ma petite pub également pour les prochains épisodes pour toutes ces bonnes raisons. Voilà, alors deux épisodes qui vont arriver très prochainement. Le premier qui va concerner l'anniversaire, donc le 1 an du podcast de Pour toutes ces bonnes raisons, avec un épisode spécial. Et puis un deuxième associé qui sera autour de l'outil des planogrammes et de la rentabilité. Donc voilà, donc comment transformer et faire des rayons, des machines à vendre. Voilà en tout cas ce qui va arriver sur la chaîne de podcast très très vite. Voilà. Karine, Fabien, merci à nouveau et à très vite. Merci Adrien et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.